Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Les titres. Gestion des ordures en Guinée. Les responsables de la coordination nationale des acteurs d'assainissement de Guinée dénoncent. Ils se disent empêchés par certaines autorités à la base de faire leur travail de pré-collecte dans les quartiers et interpellent les hautes autorités à s'impliquer pour une bonne gestion des ordures en Guinée. Les minorités ethniques sont souvent confrontées à un problème d'obtention de documents d'état civil en Guinée à cause de leur patronyme entre rejet et parfois emprisonnement. Certains d'entre eux sont obligés de changer de patronyme. Explication à suivre. Et à la fin de ce journal, nous vous ferons découvrir les principaux sujets que nos confrères de la presse écrite ont abordés cette semaine dans la revue de presse. Entre ironie et après-coup, la politique et les scandales de détournement ont fait les gros titres. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Encore bonsoir. La coordination nationale des acteurs d'assainissement de Guinée dénonce le non-respect des principes et règles qui gouvernent la gestion des ordures. Les responsables de cette structure se disent empêchés par certaines autorités à la base de faire leur travail de pré-collecte dans les quartiers. C'est pourquoi ils interpellent les autorités au plus haut niveau à s'impliquer davantage pour une gestion appropriée des ordures en Guinée. Ansou Baïlo Baldé. La gestion des ordures en Guinée reste toujours une problématique préoccupante dans sa politique de participer volontairement à la précollecte des saletés. La coordination nationale des acteurs d'assainissement de Guinée dénonce le comportement de certains chefs de quartier et présidents de délégations spéciales. Selon Sékou Keïta, président de la structure, ils sont empêchés de faire leur travail sur le terrain. Nous avons voulu dire aux autorités que nous sommes dans un système qu'on a commencé depuis belle lurette pour rendre professionnelle notre activité de gestion des déchets en République de Guinée. Mais malheureusement, nous rencontrons des épines sur nos chemins. C'est pourquoi ce soir, nous avons voulu attirer l'attention des autorités au haut niveau pour que nous soyons accompagnés dans notre combat. Parce que nous sommes empêchés par les autorités à la base, notamment soit c'est les maires, soit c'est les présidents de délégations spéciales, soit c'est les conseils de quartier. Pourtant, les PME créent de l'emploi en faveur des jeunes, mais ces acteurs impliqués dans la gestion des déchets appellent à la bonne compréhension de leur vision. Au fait, on a la volonté, nous, de travailler. Imaginez, comme moi par exemple, une dame, et M. Konaté qui est à côté de moi, seulement des jeunes qui créent l'emploi, qui s'emploient et qui emploient d'autres. Qu'est-ce qu'il manque pour encourager ces jeunes pareils-là à évoluer? Chaque autorité qui vient veut montrer qu'il est meilleur par rapport à l'autorité qui est passée. Sans se rendre compte qu'en faisant ça, il nuit des efforts fournis des autres PME. Ça, c'est un aspect. Au-delà des difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain, les membres de la coordination nationale des acteurs de l'assainissement de Guinée sollicitent un accompagnement de l'État pour leur permettre de faire face aux nombreux défis qui les attendent dans la gestion des ordures. Dans un contexte où le renforcement de la gouvernance locale est devenu une priorité, l'immersion gouvernementale s'impose comme un outil stratégique permettant aux décideurs de mieux comprendre les réalités du terrain. C'est l'avis d'un activiste pour Dr Mahamadou Diakité. En se rendant directement auprès des communautés locales, les hauts cadres de l'administration ont l'occasion d'observer les défis du quotidien, d'écouter les doléances des populations et d'ajuster les politiques publiques en conséquence. Khadija Kaba. L'immersion gouvernementale est un outil puissant qui peut renforcer les politiques publiques tout en améliorant la qualité de vie des communautés locales. Elle permet ainsi une meilleure compréhension des politiques publiques. Dr Mahamadou Diakité, acteur de la société civile, salue cette initiative. Selon lui, cette action est un grand pas vers le développement local.
l'immersion gouvernementale est un outil puissant qui peut renforcer les politiques publiques, c'est-à-dire les communautés locales. Ça peut améliorer la qualité de vie de ces communautés locales, mais aussi renforcer la gouvernance locale. Concernant la gouvernance locale, cela permet de mieux intégrer les voix et les préoccupations des communautés locales à la base, mais aussi améliorer la qualité de vie de ces communautés locales. La transparence, si ces communautés locales se sentent imprégnées dans les prises de décisions gouvernementales, cela pourrait nous conduire à ce qu'on appelle une gouvernance vertueuse. Mais elle permet aussi une meilleure compréhension des politiques publiques, c'est-à-dire les défis auxquels ces communautés locales sont confrontées, l'identification réelle de ces problèmes, mais aussi l'amélioration ou l'adaptation des politiques publiques. Aussi, elle permet le développement local, c'est-à-dire le partenariat entre les entreprises au niveau national et les entreprises au niveau local. Elle permet aussi de réagir aux besoins réels de ces communautés locales et aussi l'adaptation ou bien l'amélioration de la qualité des services publics. Si certains acteurs estiment que l'immersion gouvernementale devrait être encore plus inclusive et systématique, Mahamadou Diakité ne trouve pas le contraire. Il encourage plutôt la démarche. Il y a certains ministres ou bien certains hauts communes de l'État qui sont complètement déconnectés des réalités à l'intérieur du pays. Donc moi je pense que c'est une mauvaise chose. Ils vont aller s'imprégner à travers leurs représentants qui se trouvent à l'intérieur pour mieux comprendre le fonctionnement et les besoins auxquels ces représentants d'abord sont confrontés et aussi identifier les besoins très essentiels de ces populations à la base. Le président de la République, en prenant cette décision, intègre les préoccupations, les aspirations des populations à la base. Donc une fois de plus, ce n'est pas une première et en tant qu'acteur de la société civile, on ne pourrait qu'encourager ce genre d'initiative. Si cette initiative est renforcée et mieux structurée, elle pourrait devenir un levier essentiel pour une gouvernance plus proche des citoyens et un développement local plus inclusif, a-t-il conclu. Dans un autre cadre, après 2 semaines de baisse, les exportations de la bauxite de Guinée reprennent du service. Pour la première fois cette année, elles ont franchi la barre des 4 millions de tonnes en une semaine, selon les données fournies par le ministère des Mines et de la Géologie. Germaine Mansari. C'est une véritable performance pour le secteur minier guinéen. Selon les statistiques publiées par le ministère des Mines et de la Géologie, entre le 20 janvier et le 26 janvier 2025, les exportations ont atteint plus de 4 200 000 tonnes, marquant une hausse impressionnante de 46% par rapport à la semaine précédente. Parmi les leaders du secteur, la société minière de Boké réalise une progression remarquable, avec une augmentation de 68%, passant d'un peu plus d'1 million de tonnes à près d'1,7 million en seulement 7 jours. Elle est suivie de près par CDM Chine, qui confirme également la dynamique. Ces résultats renforcent la position de la Guinée en tant que leader mondial de l'exploitation de bauxite. L'année dernière déjà, le pays avait enregistré une hausse annuelle de 15% dans ce domaine. Cette montée en puissance témoigne de la compétitivité des entreprises minières, mais aussi de l'importance stratégique de ce minerai pour l'économie guinéenne. Et puis, Kawa Group et HSEC Training and Services continuent leur initiative de formation en faveur des jeunes sur les cas d'accidents et d'incendies. Ils sont à leur 33e édition depuis le début de l'initiative. Pour cette fois-ci, 36 participants ont été formés sur les techniques liées à la santé et sécurité au travail. Les jeunes et femmes formées sont venus de plusieurs domaines d'activités socio-professionnelles. Ansou Baïle-Baldé. Ils sont au total 36 participants provenant de divers domaines d'activités socio-professionnelles à bénéficier de cette formation. La santé et la sécurité au travail sont entre autres les thématiques sur lesquelles ils ont été outillés. L'objectif est de leur permettre d'intervenir sur les cas d'incendie et d'accidents partout où le besoin se fait sentir. C'est une initiative en collaboration entre Carieuse, Ambition, Invest Africa et HSEC Training Services. Les personnes réunies ici viennent de divers horizons de toute la Guinée. Et c'est des jeunes soit en reconversion professionnelle ou ceux qui cherchent à avoir des compétences aussi dans la santé et sécurité.
ou d'autres juste qui veulent avoir des compétences pour pouvoir intervenir en cas de danger. C'est vraiment un thème qui est au cœur de toutes les activités dans les sociétés, qu'elles soient minières, de construction ou de logistique, ou même nous, des sociétés de formation, parce que la santé et sécurité intéresse tout le monde. Plus de 2000 jeunes ont été formés depuis 2019 jusqu'à ce jour et c'est la 33e session de l'initiative. Bamoko Sidibé, directeur des opérations de ASEC Training de Services et formateur polyvalent, revient sur les thématiques enseignées. Et depuis maintenant le jeudi avant-hier, on a commencé les notions santé-sécurité au travail. Et ces notions santé-sécurité, il y a les notions de base, les concepts, et après on a parlé de réglementation nationale et internationale. On a fait tous ces thèmes. Et aujourd'hui, ce matin, on a fait la démonstration pratique sur l'utilisation des équipements. Les participants disent avoir beaucoup appris pendant les 6 jours de formation. Jean Aziz Gbemou est venu de Cancan pour prendre part à la formation. On a appris assez de choses en matière de santé-sécurité. On a appris comment intervenir en cas d'incendie. On a appris comment intervenir en cas d'accident. On a appris à connaître beaucoup d'objets qui sont nuisibles, n'est-ce pas? Non seulement du point de vue environnemental, du point de vue humain. On a appris tant de choses. La remise des satisfecits a mis fin à cette session de formation sur les techniques de secours et les modes de prévention liés aux incendies et aux accidents de travail. Je vous l'annonçais dans les titres, en Guinée, les minorités ethniques sont confrontées à un problème d'obtention de documents d'état civil, notamment dans la capitale Conakry, à cause de leur patronyme. Ils sont souvent rejetés et parfois mis en prison. Une situation qui aujourd'hui amène à certains membres de ces minorités ethniques à changer de patronyme. Mamadou Tanouba s'est intéressé au sujet suivi. Cette langue, c'est le Onyan, la langue parlée par la minorité Bassari, une communauté qui se trouve majoritairement dans le pays Badjar, à Koundara. Obtenir un document d'état civil relève d'un véritable combat pour les membres de la communauté Bassari. Pourtant, les Bassari existent depuis la nuit des temps en Guinée. Bemoun, Bangar, Bangonine, Biankinch, Bidjar, Bies, Binja, Bonang et Bouban sont les 9 patronymes des Bassari. Edouard Kali Bouban, président de la jeunesse de la communauté Bassari du Grand Conakry, garde un mauvais souvenir d'une stigmatisation par ignorance des administrateurs territoriaux du peuple Bassari qui continue encore dans les commissariats. J'ai été victime dans l'obtention de ma pièce d'identité et mon passeport dans les années 2012 quand j'ai fini mes études. J'ai été confronté, j'ai fait la maison centrale en garde à vue. Je suis venu à la maison, au commissariat de la Belle-Ville pour me procurer une pièce d'identité après mes études. Parce que comme j'utilisais la carte étudiantine, maintenant que j'ai terminé, j'ai dit que j'allais venir me procurer une pièce d'identité. Je viens au commissariat de la Belle-Ville. Du coup, pendant la signature, on m'a dit que, comme quoi, que je ne suis pas guinéen. Donc, du coup, au lieu de m'interviewer, ils m'ont pris carrément le responsable d'alors a demandé à ces éléments de me prendre. Donc, du coup, on m'a envoyé à la maison centrale. Donc, nous sommes restés là-bas dans le doute jusqu'à 19h. Du coup, mon frère me disait qu'il y a un commissaire central du nom de Kassé qui a servi Koundara. Si je pourrais le joindre, j'ai dit je n'ai pas son numéro. Il a cherché le numéro, du coup on a pu joindre le commissaire Kassé. Moi je ne l'ai pas connu. Peut-être que j'étais enfant à l'époque, du coup qu'on a appelé et qui a témoigné qu'effectivement qu'il y a des communautés minoritaires dans Koundara qui portent des noms très rares. Donc voilà un peu en quelque sorte. C'est à 21h comme ça que j'ai pu me libérer de la maison centrale. L'ignorance des patronymes Bassari oblige certaines personnes à changer carrément de nom de famille. Conséquence, les patronymes propres aux Bassari tendent à disparaître selon Edouard Kali Bouban. Les 9 noms, c'est très rare. Il faut avoir
une relation très forte, très forte. Et si on ne te demande pas de changer, à la rigueur, on te dit, bon, est-ce que tu peux avoir un autre extrait de naissance ou bien tu peux porter un autre nom pour ne pas qu'on ait des problèmes. Eux-mêmes, les décideurs te disent, ah, pour ne pas qu'on dise que tu n'es pas guinéen, est-ce que tu peux changer? Et voilà, ça disparaît. Les gens vont changer beaucoup. Il y a des gendarmes chez nous, il y a des policiers, mais qui ont changé de nom pour accéder. Il y a d'autres qui sont dans l'administration, mais qui ont changé de nom, pour accéder. C'est fini. Et là, ça disparaît, c'est la disparition. Ce jeune Bassari appelle l'État à prendre un acte officiel pour reconnaître les patronymes Bassari afin d'éviter à ses concitoyens les problèmes liés aux difficultés d'obtention des documents d'état civil. Nous attendons un acte officiel de reconnaissance de ces 9 noms du peuple Bassari. Cet acte, vraiment, qui pourrait au moins identifier le Bassari. Dès qu'on appelle le nom là, on dit que Tidi Bangora, directement on dit que c'est un Baga. Tidi Souma, directement on dit que c'est un Soussou. Pourquoi le Bassari, on ne peut pas reconnaître un acte officiel pour que les agents de l'État, certains agents de l'État qui ignorent l'existence ou qui ignorent ces noms, puissent reconnaître, puissent mettre leur mémoire à jour, afin de dire dès qu'ils voient un Bouban, un Benja, un Bianquinge, un BS, on dit c'est les Bassari. Pour le sociologue Djigiba Koulako Traoré, de larges informations doivent être données aux agents des forces de l'ordre sur le cas spécifique des patronymes des communautés minoritaires en Guinée. Je pense aujourd'hui que l'État doit organiser des séances de sensibilisation, mais vous aussi, vous qui êtes des médias, il vous appartient de vous battre, d'organiser, de faire appel à des sociologues, à des anthropologues, pour que ceci explique à la population l'existence de ces patronymes spécifiques. C'est important. Vous l'avez dit tantôt, eh bien, quand on dit Sonko, on pense que Sonko, c'est seulement au Sénégal. Mais il y a des Sonko en Guinée, qui sont des Badjarankei. Vous avez des Sissé qui se réclament Badjarankei. Vous avez les Bandia qui se réclament, qui sont des Badjarankei. En attendant un changement de mentalité ou une véritable prise de conscience au plus haut niveau, les communautés minoritaires comme les Bassari, les Konyagi et autres continuent à subir une stigmatisation liée au patronyme. Et cette bonne nouvelle pour les habitants de Lola, il s'agit de l'inauguration de la toute première radio rurale de cette préfecture de la Guinée forestière. Cette cérémonie d'inauguration a été présidée ce vendredi par le Premier ministre chef du gouvernement. C'est la 38e radio rurale de la Guinée, a rappelé que son inauguration fait partie du programme de désenclavement médiatique initié par le CNRD et mis en œuvre par le ministère de l'Information et de la Communication. Reportage à Aïssa Touba. À l'extrême du sud du pays, à Lola, le programme de désenclavement médiatique que déroule le ministère de l'Information et de la Communication se concrétise avec la mise en marche de la première radio rurale de la localité, une initiative saluée par les habitants. Qu'elle est contente parce que depuis qu'elle vit à Lola, elle n'a jamais entendu parler de radio et aujourd'hui si la radio est implantée, elle est vraiment contente. Tout Lola est couvert parce que dans les essais, nous avons reçu le feedback d'écoute de Fumbadou, de Léné, de Gama Berima, de Gama Konikoni. Cela veut dire que tout Lola est couvert. La commune urbaine, il y a même une bonne partie de Zéro-Corée qui est aujourd'hui couverte. Pour Benjamin Doré, la réalisation de cette radio rurale de la ville de Lola marque un grand pas pour la refondation. On était obligé d'aller à Zéro-Corée pour aller s'informer, pour aller donner des informations, pour qu'on communique. Mais grâce au président de la République, aujourd'hui, nous pouvons rester même à 2 mètres, 3 mètres et appeler ou bien venir ici et donner nos communications ou donner des informations pour qu'on puisse diffuser. Depuis près d'une année, le ministère de l'Information et de la Communication s'active pour faire de l'accès à l'information au profit des communautés à la base une réalité. L'inauguration de la radio rurale de Lola marque ainsi un nouveau chapitre dans ce programme et il ne compte pas s'arrêter là. Cette radio de proximité doit œuvrer à la promotion de la culture de la paix et du vivre ensemble. C'est la première fois dans l'histoire de la radio rurale de Guinée que le gouvernement finance et inaugure 2 radios dans l'espace d'une semaine. Il s'agit de la radio de Sabadou Paranama et celle de Lola.
Et dans les prochains jours, le ministère de l'Information et de la Communication va installer quelques émetteurs relais dans les différentes localités du pays. Le patron de la primature, un des artisans directs de la mise en place de cette radio, réaffirme l'engagement du gouvernement guinéen à assurer la souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire national. Cet acte, c'est pour dire qu'aucun espace du territoire national ne doit être oublié. Si à Lola, on n'entend pas la RTG, il n'y a pas de radio rurale de proximité, il va de soi, c'est comme si on a abandonné une parcelle de notre souveraineté nationale. La radio rurale de Lola émet désormais sur la 93.1. Elle occupe la 38e place des radios rurales de la Guinée. Place au sport, la 5e journée de la Ligue 1 guinéenne de football s'est clôturée ce jeudi sur les différentes pelouses. La Chantilly Golden Boy de Siguiri, premier au classement, maintient sa suprématie derrière le Afia FC qui menace et l'AS Kaloum qui se réveille enfin. Tous les résultats, c'est dans ce condensé de Khadija Kaba. L'AS Kaloum sort enfin de l'ombre après un début de saison difficile. Le club de Kaloum a décroché sa première victoire en s'imposant 2-0 face au Wakria AC lors de cette 5e journée. Mohamed Lamine Souma s'est illustré avec un doublé décisif, permettant au Bingbing de mettre fin à une série de défaites marquées par 10 buts encaissés en 4 matchs. Cerise sur le gâteau, l'équipe a enfin réussi à garder sa cage inviolée, de quoi raviver l'espoir chez ses supporters. En revanche, le Wakria AC est en plein tourment, toujours sans victoire. Après 5 journées, le club de Bokeh cumule 3 nuls et 2 défaites. Une situation inquiétante qui nécessite une réaction rapide. Dans les autres rencontres, le FC Renaissance a brillé avec une large victoire 3-0 face à Foot Elite, tandis que le Milo FC a accroché le Horea AC un but partout. Le Afia FC a confirmé sa bonne forme en s'imposant 2-1 contre le CI Kamsar. Et l'Ashanti Golden Boy a pris le dessus sur la Flamme Olympique avec un succès d'1-0. Au classement, l'Ashanti Golden Boy de Siguiri caracole en tête avec 13 points, suivi de près par le Afia FC à 12 points. Renaissance FC et RCC Kamsar restent un coude à coude, tandis que le Horea AC et le Milo FC se tiennent dans un mouchoir de poche. En bas de tableau, la situation est critique pour l'AS Kaloum et Sor Academy, qui occupe toujours les places relégables. La 6e journée promet encore du spectacle ce samedi 8 février avec 2 affiches à suivre. Le Milo FC qui affronte la Flamme Olympique, tandis que le RCC Kamsar défiera le Afia FC. Pour finir, à Kankan, la guerre des fiefs entre Alpha Grimpeur et Doum Bouillon, quand l'un réclame son trône, l'autre marche pour la paix. Les Gawa contradictoires de Gawal trouveront des parapluies s'il faut aller aux élections. Détournement en cascade, la Guinée, le pays où l'argent a des ailes. Nos confrères de la presse écrite ont abordé plusieurs sujets liés à la vie sociopolitique cette semaine. Entre ironie et après-coup, la politique et les scandales de détournement ont fait les gros titres. La revue de presse est signée Abdallah Kamara. Plus de 4 ans après la chute de son régime, l'ex-président guinéen Alpha Condé rêve toujours de retrouver son fauteuil. L'hebdomadaire à sa grande une titre « Transition sortie d'Alpha Condé et marche pro-Doumbouya à Kankan. La guerre des fiefs est ouverte ». Dans les colonnes de l'hebdomadaire, on peut lire « Nous sommes déterminés à reconquérir notre pouvoir ». Fin de citation. Loin du pays, Alpha Condé essuie les larmes de ses militants. Du courage, soyez déterminés. Pendant que le patron du navire jaune se contente d'un appel vidéo, ça marche pour Doumbouya dans son ancien fief ou fief, difficile à dire. Mais le 1er février, Kankan a été le théâtre d'une mobilisation baptisée « Marche de l'unité et de la paix ». Ce slogan rappelle la lance, cache à peine une démarche en faveur de la candidature de Mamadi Doumbouya à la future présidentielle. Les organisateurs de la manifestation ont mis les petits papiers dans les grands.
Le choix de la ville de Kankan n'est certainement pas un hasard. Les porte-paroles autoproclamés Aluseli Makanera Kake en tête avaient déblayé le chemin. Sillonné pendant une semaine, quartier de Kankan et villages environnants, rencontrés personnalités influentes et responsables du RPG Arc-en-Ciel ratissant large, aidés en cela par d'anciens cadres du parti roulant pour les militaires. Des flèches ont même été décochées aux marchands d'illusions et partisans de la politique politicienne. Quelqu'un a dit, je cite, « La candidature prochaine de Mamadi Doumbouya est la seule alternative pour garantir le rassemblement des Guinéens. » Fin de citation. Commentaire, moi non, mais vous oui. Bon, puisqu'il faut tout arrêter, dans une lettre ouverte à Makanera Kake, je cite, « Nous vous écrivons, cher monsieur, pour vous dire d'arrêter vos contradictions politiques. Depuis des décennies, vous ne cessez de vous illustrer par des postures intrigantes. Makanera Kake, pour bien des Guinéens, est le symbole du reniement politique. D'Eldadis Camara à Mamadi Doumbouya, en passant par Alpha Grimpeur et la petite cellule d'Alain Diallo, vous n'avez cessé de naviguer à contre-courant, de pousser le bouchon du cynisme afin d'engranger des privilèges, quitte à piétiner les droits et libertés fondamentaux de la démocratie. Je ne saurais terminer cette lettre parce que le reste se trouve dans le quotidien. Dans les colonnes de l'hebdomadaire satirique indépendant Le Lynx pourtant, les Gawa contradictions d'Ousmane Gawal Diallo sur le chronogramme électoral battent le tam-tam. Aïe, Sigat Tonofa la Galde, Kabdehala, Korko Soussaï a fait fort. Hein? Wow, avec la saison des pluies, le calendrier sera un peu glissant, wallahi. Le parapluie n'est pas mieux. Le quotidien ne s'arrête pas là. Dans sa rubrique Lynxorama, avec la chronique assassine, le journal satirique titre en gros « Le pays où l'argent a des ailes et des jambes ». Sur une caricature, l'on observe un cadre à la quête effrénée du franc guinéen. « Tu es à moi », sauf qu'il dit non dès que l'argent ouvre la prison. Qui a besoin d'une économie saine? Et oui, mes amis, en Guinée, l'argent a des ailes et des jambes pour détaler. Les scandales financiers se multiplient comme des lapins blancs dans un chapeau de magicien. Chaque jour, une nouvelle affaire éclate, un nouveau détournement est révélé. On pourrait croire à une épidémie, une sorte de peste financière qui décime nos pitances publiques. Les gérants de nos finances, ces grands magiciens, réussissent à faire disparaître des milliards comme par enchantement, tels des prestidigitateurs. Des milliards qui auraient pu construire des écoles, des hôpitaux, des routes, bref, à améliorer notre quotidien. Mais non, ils ont préféré les mettre en sécurité dans des paradis fiscaux. Il faut bien comprendre que la corruption, cette vieille dame aux yeux verts, a élu domicile au cœur de notre société. Koutoubou. Le journal satirique s'est intéressé au cas Guinée Alumina Corporation. L'on peut lire « Les employés envoyés au chômage technique ». La société Guinée Alumina Corporation GAC, dont les activités d'exploitation de la bauxite sont à l'arrêt depuis novembre, envoie au chômage technique la moitié de ses employés à partir du 1er février. La date est déjà expirée et vous savez que la mesure fait grincer des dents. Le syndicat s'y oppose. Oui, consciente des conséquences sociales de cette décision, la direction assure avoir pris des mesures pour limiter l'impact sur les employés concernés. Contrairement au minimum légal de 30%, GAC versera 60% des salaires durant la période de chômage technique. De plus, chaque employé affecté bénéficiera d'un accompagnement individuel à travers des réunions avec l'équipe des ressources humaines afin de mieux traiter les implications de cette mise en chômage technique, rassure la note consultée par la rédaction du Lynx. Toutefois, l'entreprise ne pourra pas procéder à une augmentation des salaires de base en 2025, une décision qui risque d'attiser les inquiétudes des employés en cette période d'incertitude. Selon nos informations, le syndicat est d'ailleurs vent debout contre la mise en chômage technique des employés. C'est ainsi que nous nous quittons au compte de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité, c'est aussi sur notre site, le www.siaminfo.com. Au revoir.